Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le passage de notre coordinatrice internationale Esther Tamac, qui nous a fait une brève présentation de notre organisation Voix Migrants. Alors, en qualité de fondateur et de vice-président, j'aimerais ici vous présenter tout ce qui est actuellement de la politique d'immigration et de tout ce que l'Union européenne vient de promouvoir ou bien vient de passer comme projet de loi. Avant de parler de la loi Colombe, qui est une nouvelle loi, j'ai besoin tout simplement de rappeler qu'en cette dernière décennie, le monde entier a connu 3 crises migratoires. Il s'agit déjà de la crise de 2013, appelée la crise migratoire de Lampedusa, où nous tous nous connaissons des réalités, de tout ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons eu la crise des migrants, le fameux drame de Ceuta 6 février 2014. Et récemment, en 2017, nous avons connu la crise migratoire appelée la crise des Syriens. Alors, pourquoi ces crises? J'aimerais un peu faire un petit retour pour essayer d'expliquer pourquoi on parle de crise. Pourquoi parler des crises et des migrants? Crise des migrants, tout simplement parce qu'il y a une ingérence de l'Union européenne avec son système capitaliste dans certains pays. Ce qui fait que les migrants aujourd'hui, le cas par exemple de la Libye, où on a vu l'OTAN qui a déstabilisé tout un pays et ça a créé des vastes vagues de migration, des migrants qui ont voulu aller à la quête de la sécurité et la meilleure façon pour eux en ce moment c'était de traverser la Méditerranée. Alors c'était pareil en 2014 où on a vu des pressions de l'Union européenne sur le pays qu'on appelle le Maroc, où des répressions sur les migrants ont fait en sorte qu'il y a eu l'Espagne qui, avec la complicité du Maroc, qui a commis le fameux drame qu'on appelait le drame des migrants du 6 février 2014. Bien après, nous tous nous connaissons toutes les politiques capitalistes et de tout ce qui s'est passé dans le pays qu'on appelle la Syrie. Bien après déstabiliser le pays qu'on appelle la Syrie, on a vu encore des vastes mobilisations du peuple syrien qui était à la quête d'une sécurité, et la direction c'était où? C'était l'Europe et précisément l'Allemagne, où on a tous entendu comment Angela Merkel elle a fait son discours, où elle a ouvert ses frontières pour recevoir le peuple syrien pendant 3 jours. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler, parce que l'ensemble de toutes ces crises, j'ai voulu parler de ça pour essayer d'expliquer. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une position où elle se dit prétendre être asphyxiée par des flux migratoires et de l'arrivée massive des migrants dans le territoire européen, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est en train de créer des lois et des lois pour justement durcir les conditions d'intégration en Europe. Alors, récemment, il y a cette loi qu'on appelle la loi Colombe, qui était un projet de loi, bien sûr, mais qui est passé au niveau de la Commission de l'Union européenne. C'est la loi numéro 2018-778 du 10 septembre 2018. Entre autres, c'est une loi qui parle d'une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Alors, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi cette loi. Ici, on aimerait vous faire comprendre que c'est une loi, bien évidemment, qui parle d'une immigration maîtrisée, parle d'un droit d'asile et qui parle d'une intégration réussie. Donc, en tant que c'est une loi qui va accueillir des migrants, qui va donner des conditions fiables aux migrants qui arrivent en Europe. Mais en réalité, c'est quoi cette loi? Nous vous expliquons c'est quoi cette loi, la loi Colombe. Déjà, dans le contexte asile, le contexte de l'asile, c'est pas grave. Dans le contexte de l'asile, cette loi, effectivement, c'est une loi qui va
dans les conditions d'asile qui renforce, qui rend un peu compliqué l'intégration de la demande d'asile des migrants qui arrivent dans le territoire européen. Le projet de la loi cherche à réformer les procédures de demande d'asile en assumant que les personnes sollicitant cette protection sont pleinement informées et prévenues, faire valoir leurs droits facilement. En réalité, ça veut dire simplement que ce soit dans le cas de pays comme la France, quand vous arrivez, s'il y a des conditions d'asile, c'était des conditions plus ou moins favorables, aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où, quand un jeune demandeur d'asile arrive en France, il va se retrouver déjà à faire des recours par rapport à sa demande d'asile. Les données sont changeantes, c'est-à-dire les conditions qui étaient favorables, ça ne sera plus les mêmes conditions comme aujourd'hui. Alors, ce que prévoit le projet de loi cherche à réformer les procédures de demande d'asile en assumant que les personnes sollicitant cette protection sont pleinement informées et peuvent faire valoir leurs droits facilement, comme si elles n'avaient pas besoin d'accompagnement de droit, de temps et de connaissances pour pouvoir expliquer leur situation après un parcours d'exil trop souvent épuisant. Entre autres, je finis avec ce petit paragraphe. Si à leur arrivée sur le territoire, elles mettent plus de 90 jours, 60 jours à examiner la procédure accélérée, sans droit à l'hébergement ni à la moindre allocation. Aujourd'hui, on aimerait nous faire comprendre que déjà, le migrant qui va arriver, malgré son parcours périlleux, son accueil c'est dans les centres fermés. En Allemagne, dans le cas particulier en Allemagne, ce sont des isolations, c'est-à-dire des migrants qu'on met dans des conditions d'asile et des reculs vis-à-vis des populations. Alors ça c'est le cas de l'Allemagne et probablement c'est ce qui se passe dans la plupart des pays de l'Union européenne parce que c'est la même politique. Alors ça c'est en ce qui concerne le cas de l'asile. Et je vais vous parler maintenant du cas de l'accueil est sous surveillance. Le texte de Gérard Collomb prévoit de répartir et cantonner les personnes demandant l'asile dans certaines régions, transformant l'accueil en un instrument de contrôle des personnes exilées. Ce que prévoit le projet de loi prévoit de répartir les demandeurs dans les régions françaises en conditionnant le versement de l'allocation pour demander l'asile. Alors ici, on nous parle de l'accueil et de la surveillance. C'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer bien avant. Il est simplement question que dans la tête des migrants, ok, quand ils arrivent, directement on sait qu'ils non, ce sont des allocations. Directement on sait que c'est des migrants qui doivent être répartis dans différentes régions. Alors ce qui veut dire simplement que le migrant aujourd'hui, dans tous ces différents processus, il y a un système de contrôle et de surveillance. Je prends par exemple le cas de l'Allemagne. Il y a une loi en Allemagne qui parle dans ces circonstances-là, et qu'on appelle la Residenzpflicht. La Residenzpflicht veut dire simplement que le migrant qui aujourd'hui on a donné un toit, qui bien évidemment c'est dans une isolation complète, a des restrictions de ses mouvements, c'est-à-dire il a un rayon, il a un périmètre qui ne doit pas sortir. Et généralement, en Allemagne, on appelle ça de l'Ankras. L'Ankras qui veut dire, si je suis par exemple dans la région de Lyon aujourd'hui, je suis dans par exemple tel quartier, rien que dans ce quartier, je n'ai pas le droit d'aller dans un autre quartier. Tout simplement, c'est pour que, à partir du moment où on contrôle ma demande, où on est en train d'examiner plutôt ma demande d'asile, ça permet que si ma demande est rejetée, le système en place a la possibilité de pouvoir me prendre et de m'expulser dans mon pays d'origine. Alors c'est ce que cette loi ici voudrait dire. En réalité, on nous parle de nos privations, nous sommes privés de nos libertés, malgré que nous sommes en procédure d'asile, mais nous sommes sous surveillance et nous sommes sous contrôle. C'est ce que cette partie voudrait dire. Alors maintenant, j'aimerais vous parler
de la politique des frontières. S'il vous plaît. Ok. Alors, ici, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que, comme notre coordinatrice nous a fait savoir tout à l'heure, que nous sommes dans le plaidoyer. Qui dit plaidoyer, c'est de décrypter les politiques et d'organiser, nous organiser en action pour démontrer que, au-delà de tout ce qui se dit politiquement, sur tout ce qui concerne l'immigration, tout à côté aussi, nous en tant qu'organisation, nous essayons de décrypter ces politiques et nous disons réellement ce qui se passe pour que les gens prennent conscience. Alors, ici, en ce qui concerne les politiques migratoires, nous avons tous suivi ce qui s'est passé le 28 juin dernier à Bruxelles, où il y a eu le sommet, encore des sommets, et ça il faut préciser, parce que des sommets, il y en a toujours, où le thème du sommet, c'était encore la crise migratoire, où il fallait discuter sur de nouvelles décisions, sur tout ce qui est une nouvelle crise migratoire, pseudo-nouvelle crise migratoire selon eux. Alors, à la sortie de ce sommet, l'Union européenne s'est entendue sur 3 grands axes de décision. Alors, le premier axe, c'était la création des plateformes de débarquement. Le deuxième axe, c'était la création des centres contrôlés. Et le troisième axe, c'était l'augmentation du budget de Frontex. Alors, je rentre dans le premier axe, qui est l'ouverture des camps et des débarquements. Ici, d'après les textes, ici il sera question que les personnes qui seront secourues en Méditerranée seront renvoyées dans ces plateformes de débarquement situées en dehors du territoire européen, précisément dans les pays comme la Libye, la Tunisie, le Niger, sachant que ces États ne respectent pas les droits humains, la dignité humaine et la Convention de Genève. Alors dans ce cas, l'Union européenne s'est entendue, bien sûr, via des négociations et des moyens de financement de ces nouvelles politiques, que le migrant aujourd'hui qui serait en Libye et qui voudrait arriver en Italie, par exemple, pendant la traversée, une fois ils sont pris, il y a directement des centres de débarquement, c'est-à-dire que l'Union européenne a donné des financements à ce que la Libye puisse créer des centres de débarquement. Le migrant qui est arrêté en Méditerranée pendant la traversée, ils seront directement remis dans ces centres de débarquement en Libye. Alors, en ce qui concerne la Tunisie, bien sûr, la Tunisie aujourd'hui c'est un État qui est au nord de l'Afrique, qui a signé beaucoup d'accords, des accords bilatéraux, des accords de réadmission dans la même direction, qui obéit à cette politique de l'Union européenne. Alors, même la Tunisie aujourd'hui a accepté cette politique et a collaboré avec l'Union européenne dans cette politique, qui veut dire qu'aujourd'hui aussi, il y a au-delà des migrants qu'on peut débarquer en Tunisie, mais il y a aussi des migrants d'origine tunisienne qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation des retours en Tunisie. Alors, en ce qui concerne le Niger qui a été cité, bien sûr, par son président Mamadou Issoufou, c'est le président du Niger aussi qui a accepté la collaboration de ce protocole de convention avec l'Union européenne, c'est-à-dire accepter la création des centres de débarquement et des centres de contrôle des flux migratoires sur son territoire. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur ce qui concerne l'ouverture des camps de débarquement. L'Union européenne s'est axée sur 3 pays précisément. Il y a un 4e qui n'a pas été mentionné, alors qui est le Maroc. Il s'agit de la Libye, il s'agit de la Tunisie, il s'agit du Niger, il s'agit bien évidemment aussi du Maroc. C'est ce qui concerne l'ouverture des camps de débarquement. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler de la création des centres contrôlés. Ici, les textes nous disent simplement que ici se cachent les centres de détention des prisons pour étrangers et il en existe déjà dans certains pays européens comme l'Italie, en Grèce, et nous savons que la dignité humaine n'est pas respectée dans ces lieux et c'est pourtant la pratique que l'Europe entend généraliser. Alors, ici il est simplement clair de savoir, non pas sur la base des faits concrets. Aujourd'hui,
on compte plus de 2 millions d'étrangers, de 2 millions de migrants réfugiés qui sont bloqués dans un pays, par exemple la Grèce, tout simplement parce que c'est des gens qui sont quittés de la Turquie, voulant arriver en Grèce. Et en Grèce, il y a une nouvelle politique aujourd'hui qui fait en sorte que la Grèce a conservé, tout simplement parce qu'à un moment, elle a collaboré avec l'Union européenne pour conserver ces migrants qui sont dans son territoire et qui ne peuvent pas aller dans d'autres pays de l'Union européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Grèce s'est trouvée en train de créer des centres de détention aussi dans son territoire. Mais par contre, là, on est en Europe. La Grèce, c'est un pays européen. Ce n'est pas un pays africain, ce n'est pas un pays du cadre du tiers-monde. Là, on se retrouve en Europe. Mais ici, je pense qu'au-delà de ce que nous faisons, il y a des migrants aujourd'hui qui en témoignent des conditions par lesquelles ils vivent dans ce pays qu'on appelle la Grèce. Alors, il est simplement question de dénoncer aussi que dans cette politique, il y a des conditions, le respect des droits fondamentaux qui n'est pas respecté et que les migrants aujourd'hui qui se retrouvent dans cette condition cherchent de nouvelles conditions. Alors, cette politique, c'est une politique que nous dénonçons. C'est bien évidemment ce qui se passe aussi en Italie, parce que l'Italie aussi est citée. Alors, les migrants qui arrivent par le sud de l'Italie, comme la Sicile, c'est presque les mêmes conditions de vie. Alors, c'est des campements, des vastes campements, où les conditions, où le respect des droits fondamentaux ne sont pas respectés, où le migrant est délaissé à son propre sort. Alors, c'est l'ensemble des choses aujourd'hui que nous décryptons et que nous donnons comme information. Alors, le troisième axe ici de leur décision, c'était l'augmentation du budget de Frontex. Alors ici, c'est la catastrophe humaine. Nous vous expliquons. Déjà, Frontex, pour ceux qui ne connaissent pas, Frontex est une agence de l'Union européenne de contrôle de ses frontières extérieures. Alors, je vais vous raconter une petite histoire à ce qui concerne Frontex. En 2014-2015, précisément, c'était en 2015, il y a eu, déjà j'ai participé c'était un séminaire qui aboutissait à un petit stage sur ce qu'on appelle le lobby, comment fonctionnent les institutions européennes, c'était en Belgique, c'était en 2014. Et parmi ces institutions européennes, pendant cette séance de formation, il a été annoté quelque part que Frontex existe, mais en Belgique, ils n'ont pas de bureau bien d'office officiel ou bien de bureau officiel, de bureau et bien d'agence et des trucs comme ça. On s'est dit, mais pourquoi, avec tout débat, toutes les décisions, toutes les pressions, tout le budget autour de Frontex, pourquoi Frontex n'existe pas officiellement au cœur de l'Europe, au cœur de la capitale de l'Union européenne qui est la Belgique, qui est Bruxelles? Alors, dans les enquêtes, pendant la même séance, on s'est rendu compte que le siège officiel de Frontex se trouve loin en Pologne et à Varsovie. Je vais vous dire pourquoi. Alors, Frontex, pourquoi ils ont évité que Frontex se retrouve en Europe centrale? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui militantes qui dénoncent des exactions de cette agence de l'Union européenne sur le respect des droits fondamentaux et précisément des migrants. Ils ont voulu éloigner Frontex jusqu'en Pologne pour qu'il n'y ait pas des activités ou des actions pour dénoncer cette agence-là. Maintenant, en 2015, on a fait une mobilisation. Nous sommes allés dénoncer cette agence en 2015, c'était à Varsovie. Croyez-moi, j'avais des larmes. J'avais des larmes. Pourquoi j'avais des larmes en 2015? J'avais des larmes simplement parce que j'ai constaté que aujourd'hui, je peux travailler en Europe, je peux payer les impôts. Vous aussi, vous payez des impôts, mais c'est le prélèvement de nos impôts qu'on alloue aux agences de l'Union européenne, comme Frontex, continue à faire des exactions sur les frontières extérieures de l'Europe. Alors, Frontex, nous avons bien vu, pendant la crise de la Syrie de 2017, on a vu les pays comme la Hongrie, on a vu les pays comme la Serbie, on a vu les pays comme l'Autriche barricader ses frontières. Et l'agence responsable de toute cette mascarade, c'est Frontex. Alors, Frontex, au-delà des pays que je viens de vous citer, Frontex aussi agit dans les pays comme
l'Espagne, dans la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Frontex aujourd'hui agit en interactivité avec la Libye et la Tunisie. Au-delà, je dis bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser de Frontex, Frontex également aujourd'hui, parce que dans la nouvelle politique de l'Union européenne, Frontex aujourd'hui est en train d'aller dans nos pays en Afrique. C'est le cas par exemple du Niger. C'est-à-dire l'Europe est en train d'externaliser ses frontières. Au-delà de ses frontières, même sur son territoire, l'Europe dans sa nouvelle politique est en train d'externaliser ses frontières en matière de contrôle de flux migratoires. Faisons très attention. Et ce budget, je vous le dis ici, en 2014-2015, il y avait une opération qui est appelée Mare Nostrum, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une opération qui avait pour but de sauver des migrants, des vies en Méditerranée. Alors, nous, en 2015, parce qu'en 2015, c'était une année pleine d'activités pour nous, nous sommes allés, on avait initié un projet parce qu'en 2015, justement, on annonçait la fin des opérations de Mare Nostrum. Nous avons organisé une mobilisation avec la CSPM, qui est la Coalition internationale des sans-papiers migrants. Nous sommes partis en soutien aux migrants qui vivaient dans des conditions pénibles et on a fait une requête pour une rencontre avec la parlementaire qu'on appelle Leonora Boldrini, à l'époque à Rome, bien sûr, qui nous avait reçus. Et pendant notre entretien, nous avons posé la question à Leonora Boldrini. Nous leur avons dit, parlementaires, aujourd'hui, nous sommes la coalition, nous représentons beaucoup de pays au sein de la coalition. Et si nous sommes aujourd'hui devant vous, c'est simplement pour essayer d'échanger sur certaines questions liées à la nouvelle politique de l'Union européenne aujourd'hui sur l'immigration. En l'occurrence aussi, de ce qui se passe avec la fin des opérations de Mare Nostrum en faveur de Triton, l'opération Triton. Elle nous a dit simplement que l'opération Mare Nostrum coûtait beaucoup d'argent en Italie. On leur demandait la somme, elle nous a parlé de 3 millions d'euros. Alors, elle dit que c'était beaucoup d'argent et que l'Italie était asphyxiée financièrement, continuant à financer les opérations de Mare Nostrum. Alors, d'après nos enquêtes et nos informations, nous avons constaté que cette fois-ci, l'opération Mare Nostrum n'existait plus, au détriment de l'opération Triton. Et le financement de l'opération Triton, qui était sous couvert de l'agence Frontex, avait un budget qui avait triplé, c'est-à-dire 9 millions d'euros. Et quand nous avons posé la question à Leonora Boldrini, députée, nous lui avons posé la question, qu'en est-il du financement de l'opération Triton et de Frontex? Je vous le dis, elle a planté, elle ne nous a pas répondu. Alors c'est tout simplement vous dire que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est pour essayer de vous expliquer les manipulations autour des lois et des financements des agences comme Frontex qui en réalité ne font pas le travail en respectant les droits fondamentaux, mais qui en réalité font des crimes. Ça, il faut le dire, font des crimes autour de la migration. Alors, Frontex aujourd'hui, au-delà de tout ce que je venais de vous expliquer, Frontex a un nouveau budget. Cette fois-ci, un budget qui n'est pas trop clarifié, mais un budget énorme parce que son champ d'activité, au-delà des frontières internes de l'Europe, Frontex aujourd'hui agit aussi dans les pays africains et dans d'autres pays parce que dans la nouvelle politique, l'Europe est en train d'externaliser ses frontières. Et partout où l'Europe est présente, comme le Niger, comme la Tunisie, comme le Maroc, comme la Libye, ce sont des agents de Frontex qui sont des opérateurs dans ces pays. Maintenant, je pense que en ce qui concerne
Là, en tant que voix des migrants, nous allons vous parler de nos conclusions, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, nous, en tant qu'association, en tant qu'organisation, nous nous sommes entendus, nous nous sommes concertés et nous avons pris des décisions. Alors, voix des migrants aujourd'hui, nous dénonçons les mesures qui consistent à un refus systématique de l'Union européenne d'assumer les conséquences de sa politique migratoire. L'Europe préfère un refoulement massif des réfugiés, externaliser ses frontières en donnant la gestion à ses partenaires dont nous connaissons des pratiques sur les migrants au lieu d'organiser la solidarité entre les États et un accueil digne des migrants en Europe. C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure, et c'est l'ensemble de choses que nous, en tant qu'organisation, nous dénonçons. Alors, voilà nos demandes en tant qu'organisation. Nous demandons de rendre le recours suspensif pour toute personne qui demande l'asile. Simplement, ça veut dire ici que tout migrant qui demande l'asile, quelle que soit la façon dont la personne fait sa demande d'asile, nous demandons à ce que ces demandes doivent être étudiées, examinées dans des conditions à ce que ce dernier soit intégré dans le pays dans lequel il fait sa demande d'asile. Nous demandons également de maintenir à 1 mois le délai dans lequel les personnes qui demandent l'asile peuvent former un recours contre la décision et le rejet de leur part. Alors ici, nous avons tous suivi dans la nouvelle loi de Colombe la date ou la période à laquelle on doit étudier ou on doit examiner la demande d'asile d'un migrant, d'un demandeur d'asile, c'est entre 30 et 45 jours. Alors cette fois-ci, cette période est simplement, on prend du temps, je prends le temps d'expliquer ce paragraphe, en fait cette phrase-là, qui veut dire simplement, aujourd'hui l'Union européenne, pendant cette période-là, le migrant qui fait sa demande d'asile, il a un petit temps. Et pendant ce temps, de 30 à 45 jours, la demande, c'est-à-dire tu as fait ta demande, tu n'as aucune pièce qui justifie ta nationalité, tu n'as aucun document administratif officiel. Alors eux, les agents d'examiner le dossier des demandeurs d'asile, le temps, ils ont jugé que ce temps, il est trop court parce qu'au-delà de cette période, le migrant doit être libre, c'est-à-dire qu'on doit le relâcher. Parce que pendant cette période-là, il est dans un centre de détention où, si on retrouve un élément qui justifie sa nationalité, quelle que soit sa demande d'asile, il aura le rejet et directement, il doit faire recours à son ambassade pour qu'on leur obtient comment on appelle le document, le laisser passer, à ce que ce dernier puisse rentrer qu'il puisse avoir la possibilité de l'expulser dans son pays d'origine. Alors ils ont trouvé que ce temps, il est très court, ils ont prolongé donc ce temps, donc de 45 jours à 90 jours. Donc ils disent qu'ils ont cette fois-ci 3 mois pour pouvoir mettre la pression à ces derniers, à ce qu'ils puissent avoir des éléments qui leur permettront de droit pouvoir expulser ce migrant. Alors nous demandons de maintenir le délai d'1 mois dans lequel les personnes qui demandent l'asile peuvent former un recours contre la décision et le rejet. Donc, pendant cette période-là, tu peux faire le recours, tu peux faire ceci, ainsi de suite. Alors, c'est ce que nous demandons. Et maintenant, nous demandons à ce que l'Union européenne supprime les procédures accélérées. Ici, il est question beaucoup plus des migrants qui arrivent, par exemple, dans certains aéroports, comme c'est le cas, par exemple, à Paris, en France, ici. Nous sommes, par exemple, à Roissy. Nous allons trouver, même à l'heure actuelle où nous sommes en train de faire cette conférence, à Paris, on va trouver au niveau de Roissy-Charles de Gaulle des migrants qui sont bloqués, d'où directement tu demandes l'asile. On va essayer d'accélérer on va examiner. Du coup, là, tu as une pression. Tu ne sais même pas comment formuler ta demande d'asile. Tu n'as même pas la possibilité de contacter des associations qui peuvent t'apporter le soutien. Et eux, sachant dans tout ça, ils veulent accélérer ta procédure d'asile. C'est le cas, par exemple, en Allemagne aussi, dans l'aéroport qu'on appelle Francfort. C'est le cas dans d'autres pays, comme l'Italie, comme le Portugal, comme l'Espagne.
Alors aujourd'hui, nous demandons à ce que l'Europe supprime des procédures accélérées en matière d'examination des demandes d'asile. Nous demandons également la garantie aux personnes demandant l'asile, le bénéfice des conditions d'accueil et un droit de travail tout au long de la procédure. Alors ici, s'il vous plaît, alors ici, excusez une minute. Excusez, nous avons des petits problèmes techniques. Il y a un souci? Ok, toujours dans nos demandes, nous demandons à supprimer toutes les formes d'enfermement spécifiques aux personnes étrangères. Ici, il est simplement question, parce qu'il y a plusieurs formes d'enfermement. Déjà, quand le migrant il vient d'arriver, il fait sa demande d'asile, quand il est bloqué à l'aéroport, directement, pendant qu'on examine son dossier, il est dans un centre de déportation, dans une cellule de déportation. Alors, c'est le cas, par exemple, il fait la demande d'asile, le dossier, la demande est rejetée, il est encore dans un centre de détention pour expulsion, c'est-à-dire, de là, il doit être expulsé. Bien sûr, nous avons aussi d'autres centres d'enfermement, c'est le cas d'isolation, ou les camps d'asile. Les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, ils sont isolés. Donc nous demandons à la fermeture de tous ces différents centres de détention ou de rétention aux migrants. À défaut de réduire la durée de rétention administrative, qui est manifestement inefficace et disproportionnée au regard des attentes aux droits fondamentaux qu'elle génère pour les hommes, femmes et enfants. Donc, ici, nous demandons bien évidemment à ce que dans les différents processus que l'Europe ou l'Union européenne mettent à l'avant-point le respect des droits fondamentaux. Nous vous avons expliqué bien avant, tout à l'heure, que ce soit dans les cas de la Grèce, du sud de l'Italie, vous verrez que les conditions dans lesquelles vivent les migrants demandeurs d'asile, ce sont des conditions complètement inhumaines. Et pour nous, il est question que l'Union européenne, dans sa nouvelle politique, mette à l'avance le respect des droits fondamentaux. Alors, pour cette présentation, nous vous disons en ma qualité, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nous allons passer à la rubrique commentaires et après, nous passerons aux ateliers. Merci encore. Merci.